Alors bienvenue les amis, aujourd'hui on change un petit peu de région, on n'est pas en Lozère, on n'est pas en Île-de-France, on n'est pas dans le Morbihan, on est en Haute-Savoie pour découvrir ce magnifique dolmen qu'on appelle la pierre aux fées. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire sur lui. Donc allez, écoutez les amis, trêve de bavardage, on commence la vidéo, c'est parti. Pour découvrir ce monument, il faudra donc vous rendre en Haute-Savoie, près de la commune de Régnier. On appelle ce coin la plaine des Rocailles. Alors je n'étais pas vraiment là pour faire du tourisme. En fait, tous les ans on se retrouve dans un chalet à quelques kilomètres avec mes amis pour faire la fête, et j'en ai profité pour visiter 2 dolmens de la région. Comme vous pouvez voir hein, les amis, il fait très beau le long de la route. Je ne suis pas tout seul parce qu'il y a des parcs autour. Mais on a vraiment un très beau dolmen. Pas mal de choses à dire sur lui. Classé monument historique en 1910, ce dolmen fut décrit dès 1819. On pensait alors, comme bien souvent, qu'il s'agissait d'un hôtel druidique. Il fut fouillé plusieurs fois, mais étonnamment on n'y retrouva que des ossements de moutons et de bœufs. Ils permirent de dater ce dolmen entre -3200 et -2800 avant notre ère. Mais une étude très complète du site fut réalisée en 2007 et, comme son nom l'indique, permit d'apporter un nouveau regard sur ce dolmen de la pierre aux fées. On pense que la plupart des blocs qui le composent proviendraient de monuments plus anciens. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la pierre aux fées. Un des seuls dolmens de la région qui reste parce que la plupart ont été détruits. On sait qu'il y en avait 4 à l'époque, il n'y en reste plus que 2. Ils formaient une sorte de ligne qui allait un petit peu en direction du lac Léman en fait. Donc la dalle de couverture est quand même assez impressionnante les amis. Elle doit faire je dirais un peu plus de 4 mètres. Voilà sur cette tranche là, 4 mètres de long pour environ 3 mètres de large, une épaisseur d'un peu plus de 50 cm. Donc elle doit vraiment peser son poids. Elle fait exactement 4,90 m de long sur 4,30 m de large pour une épaisseur moyenne d'1 mètre. Son poids estimé à 40 tonnes en fait une dalle vraiment imposante pour la région. Donc aujourd'hui cette dalle est soutenue par 3 orthostates qui sont elles-mêmes assez massives, comme vous pouvez le constater. Mais sûrement voilà, qu'il en manque plusieurs. D'ailleurs on voit des autres blocs derrière qui faisaient peut-être partie aussi de ces orthostates. 3 orthostates supportant la dalle de couverture auraient disparu. Et on pense que les 2 blocs à gauche seraient en fait ce que l'on appelle des antennes. Leur fonction aurait été de consolider le tertre et dépassant de ce dernier, elle aurait pu indiquer clairement la position du monument. Comme d'habitude, sûrement que ce dolmen a perdu son couloir. Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'il a perdu son tertre. Parce qu'on sait qu'il y avait encore des descriptions où ce dolmen était encore à moitié enterré en fait. En effet, sur une photo de 1872, les blocs couchés affleurent à peine du sol. Mais son décaissement réalisé après 1922 d'une cinquantaine de centimètres n'a pas modifié l'organisation générale du site. Vous allez voir que les orthostates ont aussi quelques particularités. Elle porte comment dire, des traces un petit peu de taillage à certains endroits. Et vous verrez, on s'attardera un petit peu plus là-dessus parce qu'il y a 2-3 choses à dire. Vraiment des blocs impressionnants. Je ne me rappelle plus exactement du nom de type de roche qu'on a ici. Mais il me semble que c'est un peu le granit de la région. Il y a d'ailleurs plusieurs types de roches. On voit que certains, c'est pas exactement la même chose. Mais c'est un peu du granit, un peu complètement même différent de ce que vous pourrez retrouver en Lozère ou par exemple dans le Morbihan à Carnac. Le dolmen et les antennes sont en granit du Mont Blanc, une roche très solide appelée protogyne. Tandis que les autres blocs sont de nature variée avec par exemple du calcaire. On voit que la dalle repose quasiment parfaitement sur ces 3 orthostates. Donc, on va aller constater ça après à l'intérieur. Et vous voyez, il y a toute une bande de cailloux au sol.
On pourrait encore une fois penser que ça faisait entièrement partie de ce monument. On avait peut-être ici un morceau du parement, du tertre. Donc peut-être que ces blocs, hein, on appelle ça des péristates, hein, ils faisaient le tour et ils maintenaient tout ce tertre en place autour du monument, hein. On voit d'ailleurs qu'ils sont très très bien alignés, hein. Donc peut-être qu'à l'origine, le couloir partait dans cette direction vers la route, hein. Mais forcément, il n'en reste plus rien. Donc quand on regarde aussi un petit peu l'orientation des orthostates, c'est vrai que c'est assez étonnant aussi parce que finalement, la porte du couloir ne serait peut-être pas centrée parfaitement avec la chambre. Vous voyez, quand on se tient là, on a quand même une orthostate en plein milieu. Donc plutôt assez étrange, hein. Il n'y a pas de réponse définitive, hein, sur ces blocs et leurs agencements. Et peut-être qu'en fait, le couloir était ici un petit peu en travers. On pénétrait comme ça, hein, le long de ce muret. Peut-être qu'ici, on avait une sorte d'antichambre avec ces blocs, hein, qui étaient peut-être redressés à l'origine. Et donc, on suivait ce couloir pour pénétrer à l'intérieur de ce magnifique dolmen de la Pierre aux Fées. En l'état, il est impossible de déterminer où se situait réellement l'entrée. Possible aussi que ce monument n'en possédait pas et qu'il a été scellé définitivement lors de sa construction. Pour la file de blocs alignée au sud, l'orientation est notée est-sud-est, ouest-nord-ouest. J'ai également fait une mesure sur le bloc couché au centre de la chambre et on trouve un axe est-ouest bien aligné sur les axes cardinaux. Donc quand même un petit mot par rapport à ce nom, hein, de la Pierre aux Fées. C'est quelque chose qui est assez caractéristique de la région, hein. Il y a un autre dolmen pas très loin, hein, qui s'appelle aussi la Cave aux Fées, hein. Ici, on vous parlera plus de fées finalement que de géants. Il y a même un petit peu toute une histoire par rapport à la construction de ce dolmen, hein, parce que finalement cette légende a perduré dans le temps et a réussi à parvenir jusqu'à nous. Et il y a même deux légendes. La première raconte que des fées auraient construit ce monument pour se protéger d'un fort orage. La seconde est peut-être moins ancienne et elle est rapportée ainsi. Le chevalier Aymon de Bellecombe, brave mais pauvre, tomba amoureux d'Alice, la fille du baron du Châtelet. Il demanda sa main, mais le baron, considérant qu'il n'était pas d'assez noble naissance et espérant l'éloigner, lui posa une condition. Il devait, avant le lever du soleil, transporter 4 grosses pierres de la plaine des Rocailles afin qu'elles servent de table au repas nuptial. Des fées décidèrent d'aider le chevalier et la table fut dressée à temps. Il y en a un peu des blocs finalement de toutes les tailles, hein. Ceux-là sont assez massifs et je ne vous cache pas qu'on dirait que certains ont été taillés, qu'ils sont également pleins de marques d'érosion. On aurait du mal à dire s'il n'y a pas des marques d'origine humaine là-dessus. On dirait un petit peu, hein, parce que on dirait qu'il y a certaines parties qui ont été retravaillées, comme ici, cette marque-là, hein. Côté, on a les marques plutôt d'origine naturelle, hein, dues à l'érosion. Et le bloc à côté ici a l'air beaucoup plus taillé, parce que voilà, il est beaucoup plus rectangulaire. Il a des angles assez saillants. On voit que ça fait un moment qu'ils sont quand même couchés, hein. Ils sont complètement, on dirait, piquetés par l'eau. Ça fait pas mal de petites rainures dessus. Mais oui, les deux blocs centraux ici ont l'air vraiment taillés, hein. Pareil, hein. On voit qu'il y a pas mal finalement de traces d'érosion sur celui-là. Et toujours, hein, ces angles droits ici, hein, qui me font dire que ce bloc a aussi été retaillé lors de la construction de ce dolmen.
qui a vraiment un dolmen sympathique, hein. Vraiment pas commun. Par exemple, il n'a rien à voir avec ceux de Lozère, hein. Il ressemblerait un peu plus peut-être à ceux de Carnac, hein, avec ces trois orthostates un petit peu en triangle qui maintiennent la dalle de couverture en place. Alors on va s'approcher de l'autre gros bloc ici, hein, qui est assez intéressant finalement. Il doit faire environ, je dirais, un peu moins de 2,50 m de long, donc il doit peser son poids aussi ce bloc, je dirais environ 6-7 tonnes. Ça a l'air d'être encore un petit peu le granit de la région. Plutôt qu'à un élément du péristate, ce bloc me fait penser à une orthostate déplacée ou à un reste de menhir. Il est également assez particulier car il y a une gravure encore bien visible dessus. On pourrait y voir un petit peu une trace de pas. Regardez, hein. On la voit assez bien, hein. On a tout le contour ici, hein. On voit que ça a été vraiment creusé pour refaire sortir cette forme centrale. Elle a été interprétée comme une représentation de H. Poli, un symbole très fréquent sur les mégalithes du 5e et de la première moitié du 4e millénaire avant notre ère, et donc plus ancien que la date de construction attribuée à ce dolmen. On pourrait alors avoir ici un réemploi d'un autre monument. On voit d'autres petits bassins, hein, sur cette pierre aussi. Ça a l'air plus d'origine naturelle, mais voilà, ici on a une sorte de cupule. Ici on voit un autre bassin et j'ai l'impression que ça a été un peu taillé, ça aussi. Sûrement par percutage, hein, bouchardage on appelle ça. On prenait une autre pierre, on tapait à cet endroit, voilà, pour refaire sortir certaines formes. Peut-être que, voilà, peut-être que cette pierre, bien c'était notre table à rite, hein. Là, on rendait honneur aux ancêtres, hein, en faisant des sortes d'offrandes sur cette table. Donc c'est vrai que les pierres là-bas, hein, sont très alignées et celles-là finalement un peu moins. On n'a pas l'impression, donc elles ne sont pas dans la même orientation, hein, mais peut-être que finalement que le couloir avait plus une forme de poire, hein. Généralement, c'était pas, les monuments n'étaient pas forcément carrés ou rectangulaires, hein. Ils avaient plus une sorte de forme de goutte d'eau. C'était aussi quelque chose d'assez caractéristique du Morbihan en tout cas. Donc vous voyez, le tertre, hein, était sûrement en rond autour de ce monument. Et ensuite s'évasait, hein, en allant vers la route ici pour avoir une petite entrée de couloir, hein, qui était sûrement derrière les arbustes là-bas. Parce que je verrais plus, hein, l'entrée finalement à ma droite, hein, plutôt que l'entrée ici, malgré qu'on a l'impression que cet espace est bien ouvert. Alors écoutez, on va s'approcher de la chambre, hein. On va aller voir ce que ça donne. Les orthostates de ce dolmen sont vraiment très intéressants, hein, très impressionnants. Et pareil, hein, on voit clairement qu'ils ont été retaillés, hein, pour leur donner vraiment cette forme rectangulaire avec des angles très marqués. Allez, on va aller voir ça. Essayez de ne pas me cogner la tête, mais c'est assez haut, hein, ça fait environ 1,70 m de haut, donc pour une fois on n'a pas besoin vraiment de s'accouplir pour rentrer. Donc ce que je voulais vous montrer, hein, aussi, c'est que ici, hein, tout le haut de ces orthostates ont été percutés, hein, ont été travaillés pour les rendre assez droites. Et on voit très bien, hein, le travail, cet aplanissement de la pierre pour que la dalle repose bien dessus. Donc vous l'avez peut-être remarqué aussi ici, hein. Et vous voyez cette longue rainure qui remonte sur cet orthostate. Et bien ça c'est d'origine humaine, hein. Pareil, ça a été fait par bouchardage, en tapant avec une autre pierre sur l'orthostate pour faire ressortir cette forme. On voit ici aussi, hein, regardez,
sur ce côté-là. On voit bien aussi qu'on a une longue rainure qui remonte jusqu'en haut du caillou. Alors peut-être qu'à cet endroit-là, on avait aussi un autre bloc qui venait s'encastrer dans celui-là, finalement, et qui permettait de les maintenir un petit peu en place. Parce que, encore une fois, aussi ici, vous voyez, la rainure correspond un peu au bord du dolmen. Donc on avait peut-être un bloc qui venait s'encastrer dans cette partie et qui permettait que le monument reste bien en place. Donc on suit cette rainure jusqu'au plafond finalement. La théorie n'est peut-être pas mauvaise parce que sur ce plafond, on remarque aussi une rainure ici au bord. Donc peut-être qu'ici on avait une orthostate qui correspondait parfaitement à ces rainures, qui s'emboîtaient parfaitement à l'intérieur. Toutefois, l'étude de 2007 a démontré que les orthostates ne s'encastraient pas parfaitement dans les rainurages de la dalle de couverture dont la face interne a aussi été lissée. Ces rainurages sont également connus sur d'autres monuments de la région, mais sur la face externe de la dalle. Alors elle aussi, comme la dalle gravée au sol, serait donc un réemploi d'un monument plus ancien. En tout cas, c'est une pierre très blanche, je trouve. Elle est assez belle. On voit qu'elle doit pas être... elle est peut-être moins difficile à travailler finalement que le granit de Lozère, qui avait l'air beaucoup plus avec des incrustations de minéraux. Ici, la pierre a l'air assez... la densité de la pierre, je dirais, a l'air assez équilibrée sur toutes les surfaces. On voit très bien comment les blocs ont été travaillés pour les rendre un petit peu lisses. C'est pas forcément très commun. C'est vrai que des fois, souvent les orthostates, c'est plus des blocs bruts. Ils ne sont pas embêtés à les retravailler. Mais ici, c'est quand même très visible. D'ailleurs, les trois orthostates, on remarque, ils sont assez similaires, les trois. Ils ont à peu près la même largeur, la même hauteur et la même épaisseur. Donc peut-être que c'était un bloc aussi unique à la base, un affleurement unique, qui a été découpé en trois, et c'est pour ça aussi qu'on retrouve ces proportions quasi parfaites. Alors il y a deux blocs finalement assez intrigants aussi. Que font ces blocs ici en plein milieu Ils ne sont pas arrivés là tout seuls par hasard, on ne les a pas ramenés. On a celui-là, on dirait qu'il y a un petit peu une marque d'origine humaine sur ce bloc ici. Ici, je pense qu'on a une cupule. Je ne pense pas qu'elle soit naturelle. On voit un petit peu le travail, l'arrondi est assez régulier. Je ne pense pas que ça soit vraiment naturel, ça les amis. C'est encore une roche un peu différente des orthostates. Et on a aussi ce bloc à côté, très joli, très blanc et très lisse. Est-ce qu'il a été relissé, ce bloc, poli un petit peu? Je ne saurais pas dire, je pense pas. Je pense que c'est naturel. Ce polissage, on dirait plus finalement une action de l'eau. Donc voilà, érosion naturelle. C'est vrai qu'on a quand même des formes un petit peu étranges comme celle-ci. Je ne saurais pas dire si c'est totalement naturel tout ça. Je pense qu'il avait quand même une fonction particulière dans ce monument. Peut-être peut-être que pour les gens de l'époque, ces pierres blanches un peu lisses, c'était des pierres peut-être un peu sacrées. Peut-être que les deux pierres ici formaient une sorte d'autel à l'intérieur. Peut-être que ça fermait aussi ça délimitait une petite chambre dans la chambre principale. On avait déjà vu ça aussi, j'avais déjà vu ça aux Pierres Plates, à Locmaria-Caire dans le Morbihan, où finalement, voilà, le dolmen était aussi cloisonné en plusieurs pièces. Alors on ne peut pas monter sur la table, mais je pense qu'on aurait une belle vue d'ici. Donc à l'époque,
Peut-être que moi je pense que les tables n'étaient pas forcément tout enterrées entièrement. Peut-être aussi qu'elle dépassait du tertre pour indiquer vraiment la position du dolmen. Peut-être aussi que sur ces dalles de couverture, finalement, on pratiquait certains rites. En tout cas, on a une très belle vue sur les montagnes derrière. Il y a encore pas mal de neige, malgré qu'on soit mi-mai. Regardez, il y a encore vraiment pas mal de neige cette année. Ça m'a étonné quand je suis arrivé dans la région, les amis. Donc voilà. Peut-être quand vous vous teniez debout sur ce monument, peut-être que finalement vous aviez une vision un petit peu sur les 4 autres dolmens qui constituaient cet ensemble. Bon les amis, je pense qu'on a fait le tour. Continuez à faire quelques images, les photos, puis ça sera déjà le départ. Il faudra qu'on dise au revoir à ce magnifique dolmen de la Pierre aux Fées. Et voilà les amis, c'était le dolmen de la Pierre aux Fées. Très impressionnant et aussi très intéressant, avec ces orthostates qu'on voit qui ont été taillés. Cette immense dalle de couverture qui doit bien faire 50 tonnes. Et un petit peu toutes ces marques d'érosion et certaines d'origine humaine, comme la très belle marque circulaire qu'on avait vue sur ce bloc. Est-ce que aussi ce monument finalement n'était pas beaucoup plus ancien? Et on s'en est resservi, on a réutilisé toutes ces pierres pour former ce dolmen. Donc toujours beaucoup de questionnements avec ces monuments. C'est assez difficile finalement à appréhender. Plusieurs explications sont possibles, mais c'est en tout cas un très très beau dolmen, un des derniers de la région. Donc écoutez les amis, si vous passez dans le coin, je vous conseille vivement de venir ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je ne sais pas, je vais peut-être filer aller voir un autre dolmen qui est aussi lié aux fées, qu'on appelle la cave aux fées, qui est pas très loin d'ici. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Sinon, je vais me rentrer parce que je ne suis pas dans la région vraiment pour filmer à la base. Je suis venu ici pour faire la fête avec des amis. Donc peut-être qu'il va falloir aussi que je les rejoigne. Allez, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine et restez curieux les amis. Ciao!